bonsoir à tous. Peut-être ne connaissez-vous pas cet écrivain algérien de langue française et de grand talent qui s'appelle Rachid Mimouni. Rachid Mimouni, vous avez publié en 1982 un roman qui c'était votre premier, Le Fleuve détourné, qui a été accueilli vraiment avec beaucoup d'éloges par la presse française. Puis 2 ans après, vous avez publié Tombeza, qui a été aussi unanimement célébré. Et vous venez de faire paraître cette semaine chez Robert Laffont votre 3e roman, L'honneur de la tribu, qui à mon avis vous place au tout premier rang des écrivains du Maghreb. Et je crois que je ne serai pas le seul de cet avis. Mais d'abord, un mot sur vous. Vous habitez l'Algérie, vous êtes enseignant. J'enseigne. Qu'est-ce que vous enseignez? J'enseigne l'économie du développement à l'École supérieure de commerce d'Alger. Oui. Alors, bon, c'est un peu de l'économie du développement, et j'habite à environ une 50aine de kilomètres d'Alger. Alors pourquoi la langue française est-elle votre langue d'écrivain? Oh, d'abord parce que j'ai fait toutes mes études. Oui, ça aurait pu être l'arabe, mais il s'est trouvé que toutes mes études, je les ai faites en français. Et donc, c'est quand même la première langue que j'ai dominée en dehors de l'arabe parlé, je veux dire, celui qu'on parle chez soi et dans la rue, etc. Alors j'ai commencé à écrire en français, j'ai continué. Oui. Et on va voir tout à l'heure que vous maniez merveilleusement notre langue. Mais est-ce que votre vrai métier, est-ce que c'est le métier d'écrivain? Oui, j'aimerais ça, mais enfin, il faut un autre métier pour vivre. Mais enfin, votre ambition dans votre vie, c'est quand même... Oui, j'aimerais beaucoup ne faire que ça. Ouais. Bien, alors venons-en à ce roman qui s'intitule L'honneur de la tribu. Nous sommes dans un... D'abord, qui parle? Qui est le narrateur? Ben, c'est une voix, ce n'est qu'une voix. Mais une voix qui a une grande mémoire. Oui, absolument. Donc on devine que c'est un habitant de ce petit village très traditionnel et qui est là, qui raconte, donc qui essaie justement de sauver la mémoire de ce village, de cette branche de la tribu. Oui. Ce village s'appelle Zitouna. Oui. Et il est un peu oublié, ce village, disons-le. Oui. Pourquoi a-t-il été oublié? D'ailleurs, ses habitants ont voulu d'ailleurs se laisser oublier. Oui, c'est un peu historique parce que c'est une branche de tribu qui, en 1840, comme ça, suite à la progression de l'armée expéditionnaire française et après la défaite donc de l'armée algérienne, si on peut dire, des tribus algériennes, a reflué et retourné vers l'intérieur du pays, un peu pour fuir les possibles exactions du corps expéditionnaire français. Alors ils sont allés s'établir au sommet de cette montagne-là, et ils se rendaient bien compte un peu que pour survivre, il fallait absolument qu'ils se ferment au monde, qu'ils vivent entre eux, qu'ils s'isolent, etc. C'est peut-être tout en espérant un jour la vallée heureuse. Oui, oui, alors ils vont vivre toute cette nostalgie de la vallée qu'ils ont quittée, très riante, très fertile, etc. Alors que là, ils vivent un quotidien quand même. Alors, on peut même dire que l'histoire les a oubliés. Oui, oui, totalement, parce que les grands événements passent sans véritablement les toucher. La Première Guerre mondiale, puis la Deuxième, puis la guerre de libération. Oui. Et tout ça, finalement, bon, il y a quelques personnages. Il y a un personnage qui a participé à la guerre de 14, qui se rappelle ses voyages en France, qui raconte ça avec d'ailleurs beaucoup de drôlerie. Oui. Et puis arrive, l'histoire revient avec un personnage qui s'appelle Omar El Mabrouk, personnage absolument extraordinaire. Oui. D'abord par sa corpulence, et puis il fait irruption tout simplement parce que la petite ville de Zitouna a été nommée, enfin est devenue une sorte de préfecture. Oui, un des caprices de l'administration. L'administration a dit Zitouna va être... Donc on envoie un préfet. Oui. Et ce Omar El Mabrouk, qu'on a cru mort depuis longtemps, revient dans son pays, mais il revient avec le titre de préfet. Et vous en profitez pour raconter la saga de ces El Mabrouk, parce qu'il a eu un père, grand-père, des gens tout à fait prodigieux. Oui, oui. Effectivement, c'est un personnage très spécial, et donc il retourne dans le village où il est né, mais effectivement en tant que préfet, et qui d'abord il n'aime pas du tout ce village, et encore moins ses habitants. Alors il va faire énormément de mal. Enfin, il va agir très très durement vis-à-vis de ces gens-là. Oui. Non, il se venge d'une certaine manière parce qu'il espérait une ambassade, il espérait quand même une promotion. Oui. Et puis on l'envoie dans le bled, quoi. Oui. Alors on lui dit, ben voilà, vous avez... Alors il va quand même d'une certaine manière se venger sur les habitants, mais aussi il est investi quand même d'une mission. Oui. Alors qu'est-ce que c'est cette mission? Alors bon, cette mission, sur le plan formel, c'est qu'il est préfet, donc il va devoir gérer toute une région, mais c'est un peu l'histoire peut-être de tous les pays du tiers-monde, c'est que cette mission, c'est de faire en sorte que le pays,
la modernité, ce qu'on peut appeler de façon générale la modernité, devient pour tous ces pays-là incontournable. Et cette mission, c'est lui qui va la réaliser, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé dans tous les pays du tiers-monde. D'une part, parce que c'est une modernité, je dirais, importée, c'est la modernité occidentale, et elle est imposée de façon violente. Très autoritaire et très violente. Et Oui. je crois que ça s'est passé un peu dans tous les pays du tiers-monde comme ça. On voit arriver d'abord les lépreux, Oui. ceux que vous appelez les lépreux. Oui. Qui sont ces lépreux? Alors, ces lépreux, oui, c'est dit, il y a une Non, mais espèce... c'est une fable que vous racontez, bien C'est une entendu. espèce de fable. Oui. Alors ça, c'est un passage où, un jour, on a décidé, en quelque sorte, d'enlever tous les bidonvilles qui cernaient les grandes villes algériennes, etc., qui étaient tout entourées de bidonvilles. Bon, un beau jour, pour la beauté de la ville, etc., pour ne pas montrer ça aux étrangers, on décide donc de chasser ces gens qui habitent les bidonvilles et on les renvoie au lieu où ils sont nés. Oui. Alors ces lépreux, c'est... Oui, et ils ne peuvent donc pas s'adapter, et moins encore les fils des lépreux. Bien sûr, Qui parce sont que... habitués aux villes et... Absolument. Oui. Ils vivaient dans les bidonvilles, mais ils vivaient depuis des dizaines d'années déjà. Pire que les lépreux, les étrangers. Ah oui. Ceux que vous appelez les étrangers. Oui. Parce qu'eux, ils viennent avec la modernité la plus effroyable. Oui, la plus violente aussi. La plus violente. Oui. Et qu'est-ce que font les étrangers? Ils ont des machines, ils construisent. Voilà, ils construisent des villas, c'est une cité tout à fait nouvelle qui va donc se bâtir à la suite d'un contrat, qui va se bâtir à côté du village très traditionnel. Et eux, ces étrangers-là, leur irruption est violente parce que eux viennent pour réaliser un contrat, ils viennent pas pour vivre parmi ces gens-là. Donc ils sont là avec leurs machines, construisent des villas, et le jour où ils ont terminé, ils s'en vont. Mais Omar El Mabrouk, il rallie quand même à lui, de force ou de gré ou de force, il rallie quand même tous les personnages traditionnels de ce... Même l'imam est obligé d'en passer par ses ordres, d'en passer par ses volontés. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas s'opposer. Autrement dit, vous voulez dire, on ne peut pas s'opposer au préfet, mais ce que vous voulez signifier, c'est qu'on ne peut pas s'opposer à la modernité. On ne peut pas y échapper. C'est incontournable, Oui. C'est totalement incontournable. Oui, mais cette modernité, elle fait table rase. Elle est de tous. ravageuse. Elle Oui, est ravageuse. Absolument. C'est-à-dire que toutes les coutumes, tout ce qui faisait la vie charmante de ce village est balayé. Absolument. Et elle est vraiment ravageuse parce qu'elle écrase, c'est une espèce d'immense rouleau compresseur, ça écrase toutes les valeurs traditionnelles, tous les modes de vie, etc. Oui, oui, mais tout de même, ceci, à la suite d'Omar El Mabrouk s'installèrent les gendarmes, puis les policiers, puis les officiers du secteur militaire, puis les responsables du parti, les instituteurs de l'école, les médecins et infirmières de l'hôpital, les gardiens de la prison, l'imam de la nouvelle mosquée, bien entendu, et les caissières du supermarché, car il va y avoir un supermarché. Mais quand même là-dedans, il y a quand même des gens qui sont très utiles, les instituteurs, les médecins, les infirmiers. Donc, vous faites un peu un procès de la modernité. Il y a le pire, mais il y a le meilleur aussi dans cette modernité. Je ne crois pas faire le procès de la modernité. Non, je dis simplement qu'elle est incontournable, qu'elle commence dans des sociétés comme la nôtre par détruire, très souvent, parce qu'elle est obligée de détruire les valeurs traditionnelles, parce qu'elles sont, je dirais pas antinomiques, mais ne s'adaptent pas parfaitement aux valeurs de la rationalité, etc. Donc elle commence par détruire ce qui existait avant éventuellement de construire. Et peut-être que la façon dont on l'a imposé chez nous ne permet pas vraiment de construire. C'est-à-dire que nous vivons la modernité, nous ne prenons que les aspects extérieurs de cette modernité, les machines, la technologie, etc. Mais en tout état de cause, dans nos pays, nous n'avons jamais vraiment intégré les valeurs qui font cette modernité. Oui. Et c'est peut-être ça notre problème. Oui. Et au fond, on retrouve un peu l'histoire du fleuve détourné, non pas l'histoire... enfin, le livre est un peu construit de la même façon, parce que dans le fleuve détourné, il y avait aussi un village, arrivait un personnage qu'on croyait mort. Sauf que c'est le contraire, c'était un personnage naïf, bon, généreux, oui, voilà, et qui allait être lui aussi bouffé, on peut le dire, par le monde d'aujourd'hui, par la révolution qui était elle-même un fleuve détourné. Mais là aussi, c'est un peu la même chose quand même, ce que vous racontez. C'est un peu la même chose, sauf que le problème fondamental qui est posé, c'est celui de cette modernité et de la façon dont elle a été introduite.
Oui. Mais comment est accueilli un livre comme celui-ci en Algérie? Car c'est vrai, alors je le dis quand même aux téléspectateurs, c'est un vrai roman. Hein. C'est pas du tout un essai, c'est pas un livre d'idées. C'est bourré de personnages qui sont truculents, qui sont étonnants, qui sont cruels ou sympathiques et qui parlent admirablement. Donc c'est vraiment un roman. Mais comment, et notamment Le Fleuve détourné, celui-ci, comment ces livres-là, qui sont quand même critiques d'un certain tiers-monde, comment sont-ils accueillis dans votre pays? Ben, les deux premiers, Le Fleuve détourné est tombé ça très très mal. Hein. Ils ont même été interdits pendant quelques années. Ça m'a valu quelques petits problèmes du type policier, administratif, des petits embêtements, enfin pas très graves, mais quand même qui ont existé. Et puis lentement, ça s'est un peu décrispé, ça s'est décontracté. Bon, alors je suis toujours un écrivain qui sent un peu le souffle, justement, parce qu'il y a une contestation un peu violente, parfois un peu vive, dans mes ouvrages, mais c'est beaucoup mieux admis aujourd'hui. Oui. Alors depuis les derniers événements de l'année dernière, là, est-ce qu'il y a une sorte de libéralisation de l'écrit, de la pensée, on a l'impression qu'on va dans ce sens-là. Bon, c'est pas encore très effectif parce qu'il y a il faut aller lentement. Enfin, le pouvoir estime qu'il doit aller lentement, mais on sent, en tout cas, c'est plus libre. La liberté d'expression est plus grande qu'avant, etc. J'ai l'impression qu'on va dans le bon sens un peu. Alors, moi, je voudrais aussi parler de votre style, parce que je crois qu'il faut en parler. Tantôt, vous avez un style de conteur, et quand vous racontez, par exemple, la saga de la famille El Mabrouk, ou quand vous évoquez la vallée heureuse, la vallée fertile, vous avez un style d'une ampleur et d'une très grande beauté. Et quand, en revanche, vous racontez l'épouvante de ce qui se passe dans le village, vous êtes d'un réalisme impitoyable, mais toujours élégant. Oui. Et c'est ça que je trouve tout à fait admirable dans votre style, et qui était déjà, faisait merveille dans le Fleuve détourné. Donc vraiment, je crois que c'est un livre qui va être accueilli, il vient de sortir en France, je pense qu'il sera accueilli avec beaucoup d'intérêt par le public français. Dernière question à laquelle, évidemment, vous tenez bien que vous n'allez pas échapper. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la condamnation à mort de Salman Rushdie? On a dû vous poser souvent la question depuis que vous êtes en France, et de ces fameux versets sataniques. Oui, évidemment. Bon, il faut juste préciser qu'en Algérie, par exemple, cette histoire a eu beaucoup moins de bruit qu'ici en France, etc. Alors bon, cette histoire, pour ne pas trop s'étendre, je dirais, bon, je commencerai par dire qu'il ne faut pas confondre d'une part entre la condamnation lancée par un imam, qui n'est pas du tout le représentant de tout le monde islamique, il n'est qu'un imam. Dans le monde islamique, il n'y a pas de hiérarchie, donc il n'est pas le porte-parole de l'islam. Il y a des gens, des musulmans, etc., qui pensent de façon très différente. Alors, on peut énormément parler. Moi, je crois qu'il faut, pour ma part, ce que je vois au-delà du livre lui-même, de son caractère ou blasphématoire ou non vis-à-vis de l'islam, ce qui est inadmissible, c'est le fait qu'on puisse lancer un appel au meurtre. Oui. Ça, je trouve ça absolument... Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la liberté de l'écrivain peut aussi passer par le blasphème? C'est un très grand débat. C'est un très grand débat, mais je peux concevoir que des pouvoirs puissent limiter certaines formes de liberté d'expression, etc., mais pas appeler au meurtre. Oui, c'est ça. Très bien. Je rappelle le titre de votre livre, L'honneur de la tribu, de Rachid Mimouni, roman aux éditions Robert Laffont. Quelques ouvrages pour terminer. Une réédition de La Comédienne, un roman de Somerset Maugham, dans une nouvelle traduction aux éditions du Rocher. La promesse d'Urenmat, vous pouvez vous procurer ce roman dans la petite bibliothèque aux éditions Albin Michel, et dans la collection de poche L'homme au sang bleu de Léo Mallet dans la collection 10-18, réédition du dernier roman de Michel Déon, La montée du soir chez Folio. De Vargas Llosa, il avait été mon invité apostrophe pour présenter ce roman qui est superbe, Qui a tué Palomino Molero, toujours chez Folio. Et enfin, Albert Memmi, Le désert, toujours dans la collection Folio. Je vous retrouve vendredi prochain pour une émission intitulée Dieu et demi-dieu. Bonne nuit sur Antenne 2.